Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 mai 2026 et notre cher ami, notre frère Patrick Henningsen est avec nous. Bienvenue parmi nous, Patrick, de retour d'Europe. Oui, c'est ça. Ravi d'être avec vous, Nima. Et Patrick, commençons par la dernière confrontation entre l'Iran et les États-Unis. Ces 48 dernières heures, les deux camps se sont tirés dessus. Mais la plus récente, c'est celle qui vient tout juste d'arriver, juste avant qu'on prenne l'antenne. D'après les dernières informations, la marine des gardiens de la révolution iranienne a frappé un vraquier, un cargo, au large du Qatar. C'est le jeu qui se déroule en ce moment, avec le blocus en cours. Les États-Unis attaquent des pétroliers iraniens qui essayent de sortir ou d'entrer dans cette zone. L'Iran, de son côté, attaque les États-Unis. On a vu que la partie iranienne a déclaré avoir visé 2 destroyers, qu'ils en auraient touché au moins 2. Les États-Unis ont démenti, affirmant que cela n'avait pas eu lieu. Les États-Unis affirment avoir touché 5 ou 7 vedettes rapides, ce que les Iraniens ont démenti. Donc il semble qu'on parle de négociations. Donald Trump dit qu'on va parvenir à une sorte d'accord, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'on avance. On n'obtient rien de concret à travers ces discussions, parce qu'en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses, ni quel est le niveau de ces échanges de messages entre l'Iran et les États-Unis. Mais déjà, rien que définir un cadre, à mon avis, ça prend beaucoup de temps. Et pendant ce temps-là, on voit ce genre de confrontation qui pourrait mener à une escalade importante, voire très grave, entre l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, merci, Nima. Je pense que la première chose, c'est la façon dont je vois les choses. Je vais simplement expliquer ma méthode. En fait, je ne prends pas vraiment au sérieux tout ce qui vient des États-Unis. Enfin, je le prends au sérieux, mais pas dans le sens où cela aurait un impact réel sur les négociations. Je le prends au sérieux parce que ce sont des signaux qui viennent de Washington. L'administration Trump a besoin de donner l'impression qu'elle est active, qu'elle avance, qu'elle fait quelque chose. Parce que si on regarde la situation de manière réaliste, la responsabilité de faire progresser les choses repose sur les États-Unis, compte tenu de leur position. Ce n'est pas aux Iraniens de bouger. Leur position, à eux, est déjà clairement établie. C'est une position beaucoup plus simple à comprendre, parce que la leur est une position défensive et qu'il s'agit de leurs eaux territoriales. C'est leur territoire. Il y a des voies maritimes qu'ils gèrent eux-mêmes, pas les États-Unis. Pour les États-Unis, pour des raisons politiques, mais aussi pour leur image à l'international, ils doivent donner l'impression qu'ils avancent. C'est la première chose. Donc, beaucoup de ces annonces américaines sont en réalité surtout symboliques. Et puis, il y a un autre aspect. On sait maintenant que beaucoup de ces annonces sont utilisées pour influencer les marchés. Cela permet à certains acteurs, des traders, des investisseurs institutionnels, ou même des gens proches de Trump, sa famille, de prendre des positions sur le pétrole, ou de placer des options d'achat et de vente sur la reprise du marché, sur les actions, et ainsi de suite. En gros, ils utilisent des annonces pour jouer avec les marchés, ou même la menace d'un accord, la menace de la paix, d'une résolution ou d'une stabilité retrouvée. C'est une façon de voir les choses, je pense. Mais il n'y a aucune sincérité là-dedans. Et rien de tout ça n'est fondé sur la réalité. C'est ça le problème. Pourtant, ça reste réel parce que c'est stratégique. Et les États-Unis font tout ça en lien avec leur stratégie militaire. Et à mes yeux, après avoir observé ce va-et-vient depuis quelques semaines, il me semble que les États-Unis mènent cette opération depuis les négociations d'Islamabad, la première série, quand Steve Witkoff, Kushner et J.D. Vance sont venus pour une journée, puis sont repartis. Mais en fait,
Ce qui s'est passé, c'est que ça a marqué le début des tests américains face aux Iraniens. Avec différentes tactiques, différents types d'attaques, différentes approches pour voir s'ils pouvaient trouver un point faible à exploiter. L'idée, c'était ensuite d'en tirer parti et d'essayer de jouer sur une faiblesse éventuelle de l'Iran dans la défense du détroit. Donc les États-Unis testent leur puissance militaire. Ils testent aussi la réaction de l'Iran face à ça. C'est une part importante de la stratégie. D'une certaine manière, ils sont en train de poser des limites, de définir un cadre. Mais au final, tout ça risque de se stabiliser dans une sorte d'impasse, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, ça laisse aux États-Unis la question suivante. Ils doivent décider s'ils vont intensifier ou non, et quand ils vont le faire. Si on regarde la dernière déclaration américaine, ils affirment qu'il existe un mémorandum d'entente, une sorte de MOU, d'une page, qu'ils auraient transmis aux Iraniens. Et la réaction iranienne est assez prévisible. Ils disent oui, il y a des projets de proposition, nous les examinons. Mais ensuite, les États-Unis ajoutent une condition supplémentaire, un délai. Ils disent par exemple qu'il y a un délai de 24 heures pour cette dernière proposition. Donc à mon sens, et c'est une tendance qui se répète, les États-Unis continuent d'imposer ce genre d'échéance, que ce soit 24 heures ou autre. Avant, c'était une semaine, puis c'est devenu 2 semaines, 13 jours. Vous vous souvenez du délai de 67 jours en juin dernier, qui s'est finalement terminé par un bombardement américain? Et maintenant, c'est un délai de 24 heures. Ce ne sont pas de vraies négociations. On ne peut pas, à ce niveau-là, avec autant d'enjeux, agir ainsi, à moins qu'à Washington, ils soient complètement fous, incompétents, voire les deux. Et je n'exclurai pas cette possibilité. Mais pour moi, oui, il y a clairement une part de folie et d'incompétence là-dedans. Pas qu'un peu d'ailleurs. Pourtant, je ne pense pas que ce soit sérieux. À mon avis, c'est juste de la mise en scène, une façon de maintenir le sujet dans l'actualité. Les États-Unis ne peuvent pas, ou plutôt il leur sera très difficile, de lancer une attaque militaire dans la semaine à venir. Surtout parce que l'administration Trump prévoit une réunion de haut niveau avec une grande puissance, la Chine. Donc, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passerait une fois que l'escalade commencerait. Même selon les standards de Trump, là, c'est allé trop loin. Cela dit, je n'exclurai pas que les Israéliens essayent de prévenir une forme d'hostilité, parce que honnêtement, ça ne les préoccupe pas. Pour eux, Donald Trump pourrait très bien annuler sa rencontre avec Xi Jinping, et ça leur irait très bien. Franchement, ça ne les dérange pas. Ce n'est pas un sujet pour Israël. Et c'est bien là le problème, Nima. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient incapables de tenir un accord. Bon, on le sait. Mais il reste quand même une petite chance que, sur la durée, des négociations aboutissent à quelques avancées positives, des étapes intermédiaires qui pourraient, au moins temporairement, ramener un peu de stabilité. Et c'est tout à fait possible. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne sont pas capables de contenir Israël. C'est bien là le cœur du problème. Et c'est aussi une partie de la façade médiatique. Beaucoup de gens regardent la situation comme si c'était une affaire entre Washington et Téhéran, entre Trump et le gouvernement iranien. Mais ce n'est pas ça. C'est entre Trump, Israël et le gouvernement iranien. Israël, lui, se réserve le droit de rester en retrait. Mais en réalité, Israël n'est pas capable de ne pas s'impliquer si un accord venait à être conclu entre les États-Unis et l'Iran. Rien n'empêche Israël d'intervenir dans cette situation, de tout faire capoter et peut-être même d'aggraver encore les choses par rapport à la situation d'avant. Ce risque sera toujours là. Cette menace restera toujours en arrière-plan. Et pour cette raison, je ne vois vraiment aucune chance que ça fonctionne. Il faudrait un changement radical de la part de l'administration Trump dans ses relations avec Israël.
Et franchement, pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à l'imaginer. Donc, ça va être très difficile. Et Trump, quand il s'exprime, on voit bien que ses déclarations sont complètement incohérentes. Il contredit sans cesse ses propres positions ou bien son secrétaire d'État dit autre chose que lui, et ainsi de suite. Et puis il affirme que l'Iran veut signer un accord, qu'ils veulent le signer à tout prix. Et honnêtement, ils ont bien plus envie de le signer que nous, en ce moment. Vous savez, ils regardent vraiment tout ça. Rien de tout ça n'est vrai. On a prouvé, encore et encore, que c'était juste de la pure communication, une fiction de relations publiques. Et lui, il balance n'importe quoi. Dès qu'il descend de l'hélicoptère ou d'Air Force One, ou qu'il se tient sur la pelouse de la Maison-Blanche, dès que les caméras arrivent, que les micros s'allument et que les questions fusent, il passe en mode spectacle. Il se met à jouer, comme dans une émission de télé-réalité, et il dira absolument n'importe quoi. Il fera des déclarations qui sont clairement fausses. Il lancera des affirmations sur l'Iran ou sur les dirigeants iraniens qui ne sont tout simplement pas vraies. Il fait des affirmations sur ce que les Iraniens auraient dit en privé, mais personne ne peut le vérifier. On ne sait pas à qui il parle, ni même s'il parle seulement à Steve Witkoff. Et Steve Witkoff dit qu'il parle à un type au Pakistan. Et ce type-là parlerait aux Iraniens, aux bonnes personnes. Non, personne ne sait. Personne ne sait. Il n'y a aucun moyen de suivre ou de vérifier tout ça. Et pour cette raison, je vais te dire, Nima, que j'ai la conviction très forte, fondée sur ce qu'on a vu et sur l'absence de progrès au cours des, disons, 4 dernières semaines, que l'Iran est passé à la vitesse supérieure. Et j'appelle ça le mode Ukraine. L'Iran est passé en mode Ukraine. Et je pense que c'est en grande partie le fond de la discussion qu'ils ont eue avec les Russes à Saint-Pétersbourg. En d'autres termes, comment gérer les Américains? Et je crois que les Russes ont donné quelques conseils. Pas que les Iraniens aient vraiment besoin de conseils là-dessus, parce qu'à mon avis, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils jouent aux échecs avec Trump depuis plusieurs mois déjà sur ce sujet. Mais ils sont dans cette logique, parce que les États-Unis ont besoin de temps. C'est très similaire à ce qui se passe en Ukraine. En Ukraine, les États-Unis achètent du temps pour armer leurs proxys et ils achètent aussi du temps pour que les Européens se réarment et refassent leur stock. Donc, les négociations avec l'Ukraine n'avancent absolument pas. Et ils n'ont rien fait depuis un an. Au moins parlons de cette présidence. Ils n'ont avancé nulle part. Et je pense que les négociations avec l'Iran sont en train de prendre le même tournant, un peu comme ce qu'on voit avec l'Ukraine. C'est très intéressant. Regardez simplement comment la Russie gère les États-Unis et gère l'Ukraine. Poutine vient tout juste de faire une déclaration en disant « Je suis prêt à rencontrer Zelensky en face à face, n'importe où, même dans un pays tiers. » Mais à une condition. Avant qu'on se voie, il faut qu'un plan de paix global et à long terme soit prêt à être signé. Or, on sait tous les deux que tant que Zelensky sera président, ce document n'existera jamais. C'est donc en réalité ce que Poutine est en train de faire. Et je pense que l'Iran est en position de faire plus ou moins la même chose, même s'il n'en a pas vraiment besoin. Parce qu'encore une fois, il est dans une posture défensive. Il n'a donc aucune raison de courir pour aller à la rencontre des États-Unis à mi-chemin. D'un point de vue purement stratégique, en termes de négociation, de cadre d'accord et même de théorie des jeux, l'Iran n'a aucune obligation d'aller vers les États-Unis sur quoi que ce soit. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est jouer ce jeu médiatique, un peu théâtral, d'aller-retour avec Washington. Parce que là aussi, ça l'arrange de gagner du temps. Et je pense qu'on peut tous être d'accord, Nima, qu'il est très probable, disons plus d'une chance sur 2, qu'il y ait une reprise des hostilités entre l'Iran et Israël. Je pense que ça va arriver.
On peut parier là-dessus avec une forte probabilité, disons au moins plus de 50%. Et si c'est le cas, les deux camps vont profiter de ce temps supplémentaire pour se réorganiser et se réarmer. Mais sur le plan stratégique, l'Iran a l'avantage. Il a clairement pris l'avantage. C'est évident, ils ont l'avantage. C'est un fait géographique, pour être franc. Et pour les États-Unis, c'est simplement un handicap logistique dans lequel ils se retrouvent, parce qu'ils sont aujourd'hui dans une position beaucoup plus faible dans la région qu'avant le 28 février. C'est la réalité. Les États-Unis avaient une bien meilleure position militaire avant le 28 février. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible. On peut parler des différents aspects des États du Golfe qui vont dans ce sens. Mais ce sont des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Ce sont comme des éléments immuables dans cette équation. Une grande partie de tout ça, c'est du bruit médiatique. Mais c'est justement l'un des défis quand on doit composer avec l'administration Trump. Il faut savoir faire le tri entre ce qui a du sens et ce qui n'est que du bruit superflu. Beaucoup de gens, ou certains médias, commencent, je pense, à comprendre ça et à s'y adapter. Mais ensuite, il y a des médias comme Axios aux États-Unis, qui sont, on pourrait dire dans le sens courant du terme, une sorte de plateforme de propagande israélienne. C'est un peu comme un agent étranger israélien intégré au cœur du courant dominant américain. Pour moi, c'est le rôle qu'il joue. Il fait de la politique américaine. Il y a de vrais journalistes là-bas. Mais sur la politique étrangère, surtout dès qu'il s'agit de sujets liés à Israël, je pense que c'est clairement dirigé par les Israéliens, par les services de renseignement israéliens. Ça fait aussi partie de ce cycle médiatique. Les annonces, les fuites, les sources anonymes qui viennent de ce média israélien. Je l'appelle le média israélien parce que, à mon avis, pour tout ce qui concerne le Moyen-Orient, c'en est un. Axios, installé à Washington, fait partie de cet écosystème général de propagande et de stratégie. La stratégie d'Israël, c'est de poursuivre ses objectifs dans la région, bien sûr, mais aussi de pousser et de contenir le gouvernement américain et l'administration Trump. Et pour ça, ils utilisent leur relais médiatique aux États-Unis, que ce soit à Fox, à Axios ou ailleurs. Ils s'en servent un peu comme d'un chien de berger pour canaliser et orienter Trump et pour amener le gouvernement américain à adopter les positions dont ils ont besoin à tel ou tel moment. C'est une opération très bien coordonnée et la plupart des gens n'ont aucune idée du niveau de sophistication que ça représente. Mais en réalité, ça dure depuis des décennies. Ce n'est pas nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut le voir à l'œuvre plus clairement que jamais. Vous savez, dans le cas du blocus et de la confrontation entre l'Iran et les États-Unis, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que les Iraniens apprennent à saturer les systèmes de défense aérienne de ces destroyers. Ils arrivent facilement à saturer ces systèmes, à atteindre leurs cibles et à couler ces navires. Je pense qu'ils ont voulu montrer qu'ils en sont capables, sans forcément le faire contre des destroyers américains, pour faire comprendre à l'administration Trump ce qu'elle risque si elle continue avec ce genre d'attitude. Hier encore, dans la nuit, ils ont déclaré qu'ils en avaient fini avec Donald Trump et avec ce blocus. À chaque pétrolier touché, l'Iran va réagir de la même manière. Ils vont frapper les pétroliers, les destroyers et les navires de guerre américains dans la région. C'est ce qu'a annoncé le corps des gardiens de la révolution iranienne hier soir. Et d'un côté, on voit ça. Donald Trump est désespéré avant d'aller en Chine. Il essaie un peu d'apaiser la situation, parce qu'il en a besoin, tu vois, pour calmer le jeu, pour obtenir une sorte de, disons, cessez-le-feu, un vrai cessez-le-feu, pas celui qu'on a vu jusqu'à présent. Et une fois qu'il sera revenu de Chine,
Je pense que, comme tu l'as dit, l'escalade va commencer. C'est à ce moment-là, à mon avis, qu'on va vraiment voir l'escalade. Mais le problème, Patrick, c'est que si on regarde la guerre jusqu'ici, qui gagne, qui perd? Les États-Unis, avant que cette guerre ne commence, n'avaient pas de problème avec le détroit d'Ormuz. Ils avaient toutes ces grandes et magnifiques bases dans les pays du Golfe. Et beaucoup de ces gens, des analystes pro-occidentaux dans ces pays, disaient que les États-Unis étaient là pour rester. Personne ne devrait avoir peur de quoi que ce soit si la guerre ne dure que 4 jours. Si ça dépasse 4 jours, les États-Unis seront là. Ces calculs-là, aujourd'hui, ne tiennent plus. Ils savent ce qui s'est passé jusqu'à présent. Vous savez, même en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis, beaucoup de ces pays se posent des questions. Les analystes pro-occidentaux, ou les décideurs dans ces pays, se demandent à quoi bon avoir des bases américaines ici si elles ne sont même pas capables de se défendre contre des attaques iraniennes. Donc, je pense que la réalité de ce qui se passe, même avec toutes ces histoires de base, de guerre, de contexte militaire, c'est qu'on ne parle pas du vrai sujet que les États-Unis essayent de mettre en avant, le programme nucléaire iranien. Ce n'est plus du tout sur la table. Et je ne vois pas la Chine prête à aider les États-Unis dans ce genre de situation. Parce que selon moi, Donald Trump demanderait à la Chine de faire pression sur l'Iran. Ce serait l'un des principaux objectifs de cette visite, puisqu'il l'avait déjà fait auparavant avec la Russie. Mais le problème, c'est que l'échiquier n'est pas en faveur de Donald Trump. Il joue complètement contre lui, et il n'a aucun levier en allant en Chine. Alors, en quoi cela pourrait-il être utile aux États-Unis pour déclencher une guerre une fois que Donald Trump sera rentré au pays? Parce qu'on le voit bien, avec les munitions, on sait ce qui se passe. Pareil pour les missiles de croisière, les intercepteurs. Et puis on a appris hier que l'Europe allait manquer de carburant pour les avions d'ici 6 semaines. Regardez les stocks de pétrole brut, ils ne cessent de baisser. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et tout ça, ce sont des pressions sur Donald Trump et sur l'économie mondiale. Ce n'est pas une pression sur les Iraniens. À mon avis, l'Iran se bat et ils savent pourquoi ils se battent. Ce sont des problèmes énormes que Donald Trump devrait prendre en compte dans sa rencontre avec Xi Jinping. D'après vous, comment va-t-il s'y prendre? Est-ce qu'il va mettre tous ces sujets sur la table pour en discuter avec Xi Jinping? Je pense que cette rencontre avec les Chinois va être très différente de celle que Trump a eue, ou même de celle qu'aucun président américain n'a jamais eue dans l'histoire. On peut dire que ce sera une réunion très importante. Enfin, je nuance un peu, parce que, vous savez, même si Donald Trump s'asseyait à une table avec Xi Jinping, et que Xi Jinping lui servait la plus belle sagesse confucéenne, avec une finesse géopolitique, une prose et une poésie des relations internationales impeccables, tout ça passerait complètement au-dessus de la tête de Donald Trump. Ça entrerait par une oreille et ressortirait par l'autre. Donc à ce niveau-là, sa présence n'aurait aucune importance. Ce qui est important ici, c'est que la Chine voit désormais les États-Unis d'Amérique sous un tout autre jour. Parce que maintenant, Trump a montré ouvertement jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller pour atteindre leurs objectifs les plus extrêmes. Et cela inclut la destruction de pays entiers. Cela inclut la destruction d'un état de civilisation. La Chine est un état de civilisation. L'Inde est un état de civilisation. L'Iran est un état de civilisation. Les États-Unis, eux, ne le sont pas. Les États-Unis sont un état colonial moderne, très jeune, issu de la colonisation. Ce n'est pas un état de civilisation. Donc, pour la Chine, même la question d'empêcher l'Iran d'enrichir de l'uranium, ce qui constitue une atteinte à la souveraineté iranienne. Si la Chine devait approuver cela, ce serait une décision qui appartient à l'Iran et à l'Iran seul.
That's a decision for Iran to make. If Iran decides to make Si l'Iran décide de faire cette concession pour faire avancer les choses vers un accord de paix plus large, avec la levée des sanctions et tout ce qui va avec, très bien, c'est son droit. Mais la Chine ne peut pas forcément approuver cela, pas plus que la Russie d'ailleurs. Parce que si elle le faisait, ce serait comme dire qu'il est acceptable que les États-Unis leur imposent la même exigence à l'avenir. En réalité, c'est une atteinte à la souveraineté la plus fondamentale. Sans parler du traité de non-prolifération et de tous ces autres cadres internationaux qui ont permis de maintenir la stabilité et la prévisibilité, non seulement entre les États dotés de l'arme nucléaire, mais aussi entre ceux qui ont des programmes nucléaires civils. Et ils sont nombreux. Donc de ce point de vue, pour la Chine, je pense que les choses sont allées un peu trop loin entre les États-Unis et l'Iran. Il est donc tout à fait possible que les Chinois adressent à Trump des paroles fermes, voire des menaces implicites, mais formulées de la manière la plus diplomatique possible. Et je pense que cela pourrait amener les États-Unis à revoir leurs calculs sur ce qu'ils estiment pouvoir se permettre vis-à-vis de la Chine. Parce que, jusqu'ici, les Chinois ont fait preuve d'une certaine patience, d'une certaine tolérance face aux menaces. Je veux dire, sous l'administration Biden, les relations avec la Chine ont été catastrophiques. Nancy Pelosi, qui monte dans un avion pour Taïwan, qui fait sa mise en scène à Taipei, Tony Blinken et son sommet désastreux avec les Chinois, les insultes, les menaces. Et puis autour de tout ça, les néoconservateurs, les Marco Rubio du Sénat, qui menacent la Chine en disant qu'on va armer Taïwan coûte que coûte et qu'on se prépare à un grand pivot vers le Pacifique. On dirait qu'on veut la guerre. La Chine est notre ennemi. Marco Rubio a dit qu'ils nous veulent du mal. Ils nous veulent du mal. Mais enfin, d'où ça vient, tout ça? Ça, c'est une chose. Mais maintenant, on voit clairement ce que les États-Unis sont prêts à faire. Ce n'est pas seulement l'administration Trump qui est prête à agir comme ça. Les démocrates aussi, parce qu'en grande partie, ils ne s'opposent à rien de tout ça. Donc l'ensemble du gouvernement américain, des médias et de la société, en gros, la majorité, soutient ce type de politique étrangère musclée et agressive. Pour la Chine, c'est donc quelque chose de sérieux. Les États-Unis ont d'ailleurs dit très clairement qu'ils voulaient utiliser cette situation dans le Golfe Persique, en affirmant ouvertement que cela allait nuire à l'économie chinoise. Et le résultat, ce qui rend cette politique si efficace selon eux, c'est que cela va limiter l'accès de la Chine à l'énergie dont elle a besoin dans le Golfe Persique. C'est un acte de guerre. C'est une menace de guerre contre la Chine de la part des États-Unis, même si elle est indirecte. En réalité, ils jouent à ce jeu avec la Chine depuis très longtemps. Et à un moment donné, vous savez, l'éléphant chinois, il avance très lentement, mais quand il lève le pied et qu'il le repose, on le sent passer. C'est ça, la différence entre une puissance comme celle-là et les États-Unis, qui battent sans arrêt des ailes, qui parlent tout le temps, et qui s'emballent sur Twitter toutes les 24 heures en lançant toutes sortes de menaces et de déclarations. La Chine, elle, va rester en retrait, observer la situation. Mais elle pourrait bien taper du pied pendant cette rencontre avec Trump. Et si Trump revient avec un ton un peu plus conciliant, un léger changement dans sa rhétorique, ce serait peut-être seulement temporaire avec lui. Parce que même si Trump se retrouvait, disons, même si Dieu lui-même descendait du ciel pour lui ordonner de se calmer, Trump hocherait un peu la tête. Il aurait peur pendant 24 heures. Et puis, après que les démons lui auront soufflé à l'oreille le lendemain ou le surlendemain, il reviendrait exactement là où il en était avant. C'est ça qu'on sait de ce président. Il n'a pas de principe solide. Il n'a aucun cadre moral. Il n'a pas la profondeur intellectuelle nécessaire pour comprendre la situation dans laquelle il s'est lui-même mis.
ni ce qu'il a entraîné pour les États-Unis et pour le monde à cause de ses propres actes et de son absence d'action constructive. Donc non, il n'y a aucune garantie. Oui, ce sera une réunion sérieuse. Oui, la Chine pourrait adresser des mots très fermes à Trump à propos de ce qui se passe en Iran et plus largement sur la scène mondiale, notamment en prenant l'économie comme exemple. Mais rien ne garantit que ce sera une révélation pour Trump, parce qu'au fond, il ne vénère qu'un seul demi-dieu, et c'est malheureusement son propre ego. Je n'aime pas le ramener à une question personnelle, mais parfois, c'est peut-être bien ça le fond du problème. Sans parler du fait que, quel que soit l'accord que les États-Unis concluent avec la Chine, Israël peut le fragiliser. Et le lobby israélien aux États-Unis peut bloquer toute avancée, absolument toute. Ils peuvent tout faire capoter immédiatement, et Trump se retrouverait alors, en quelque sorte, à la case départ. Et je pense que c'est exactement ce qui risque d'arriver. Je pense qu'il va sortir des choses importantes de cette rencontre avec la Chine sur le plan du discours, et peut-être comme un signe d'un possible tournant positif. Mais à mon avis, après quelques jours, tout reviendra à la situation d'avant, et les États-Unis continueront comme avant. Alors oui, leurs relations bilatérales, directes, sur le commerce, les droits de douane et ce genre de sujets, pourraient être un peu apaisées temporairement, ou du moins donner l'impression d'aller dans le bon sens. Mais concernant l'Iran, en réalité, ce n'est pas Trump qui a la main. Ce n'est pas lui qui prend la décision finale. Netanyahou et le gouvernement israélien ont un droit de veto sur la politique américaine dans la région. Et c'est tout simplement la réalité. Je ne vois pas ça changer. Tant que ça ne change pas, c'est ce scénario-là qui restera le plus probable. Vous voulez dire quelque chose comme ce qu'on a vu à Anchorage, en Alaska? Oui, Beaucoup de choses positives se passent, et ça va vraiment changer la donne. Donald Trump dit que tout était incroyable, que tout allait bien, que c'était excellent. Et puis, une semaine plus tard, tout disparaît de la scène, et on revient aux mêmes vieilles politiques qu'avant. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. En quelque sorte, on peut dire que les images seront là. Pour Trump, il voudra tirer tout le capital politique possible des photos de lui avec Xi. Ce sera de superbes photos, vraiment. La Chine sait organiser une visite d'État mieux que quiconque, donc ce sera impressionnant. Mais on ne peut pas changer ce fait. La réputation de Trump en tant que président, la raison pour laquelle il a été élu, c'est qu'il a convaincu les Américains qu'il était le maître de la négociation, qu'il incarnait l'art du deal. C'est ça sa marque. Mais la réalité, et c'est ce que les gens doivent comprendre, même s'il continue à entretenir cette aura auprès des Américains, c'est qu'en réalité, il n'a conclu aucun accord à l'international. Aucun. Parce qu'en relation internationale, on ne fait pas de deal comme ça. Trump pense qu'il peut redéfinir les relations internationales simplement par la force de sa personnalité, de sa marque et de sa manière de faire du marketing autour de ce qu'il considère comme les relations internationales. Pour lui, ce ne sont en réalité que des échanges transactionnels avec d'autres dirigeants, pas même avec des gouvernements, mais avec des dirigeants. Du coup, le gouvernement américain ne s'engage pas avec d'autres gouvernements pour conclure des accords, rédiger des traités ou élaborer des pactes de paix. Ils ne font pas ça. C'est uniquement sa position de chef de l'exécutif. Et il interagit directement avec d'autres dirigeants. Certains ont un mandat, d'autres non, des premiers ministres, des présidents, et ainsi de suite. Donc, il ne peut pas vraiment y avoir d'accord. On peut parler de deals, on peut avoir des ébauches de deals, on peut même tweeter sur des deals. Mais les deals ne sont pas ce qui reste dans l'histoire des relations internationales entre les pays. C'est bien plus complexe que ça.
Parce que Trump n'a ni la capacité de comprendre tout ça, ni le moindre sens de l'histoire. Et parce qu'il s'est entouré, ou plutôt que le lobby israélien lui a désigné, tout un groupe d'amateurs et de charlatans, des gens très compromis et aussi très corrompus, il n'y a ni la volonté ni la compétence pour mener de vraies relations internationales. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de discours, beaucoup d'agitation, mais qu'il n'en sortira rien. Et je suis désolé de le dire, mais je regarde ce spectacle, cette espèce de pantomime diplomatique, depuis 1 an et demi maintenant, et je n'ai rien vu de concret. J'ai vu beaucoup de mise en scène. J'ai vu passer beaucoup de fausses initiatives. J'ai vu ce fameux Conseil de la paix. Qu'est-il arrivé à tout l'argent qu'il a réussi à facturer grâce à ce conseil? On parle de milliards de dollars. Qu'est devenu cet argent? Où est-il passé? Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de ceux qui veulent privatiser les Nations Unies avec ce soi-disant Conseil de la paix. Franchement, c'est quoi cette arnaque? Alors, quand lui, et les États-Unis avec lui, pensent qu'avec ce genre d'état d'esprit, ils peuvent négocier avec les Iraniens tout en gardant la main sur leur cou, en appuyant la botte dessus, que ce soit par un blocus ou par des sanctions, et qu'ils en rajoutent encore pendant les négociations, eh bien c'est là qu'on voit toute la logique de leur approche. Et on a déjà vu qu'ils sont prêts à lancer des bombardements, une vraie guerre, des frappes militaires, même en pleine négociation. Tout ça à cause de cette obsession d'avoir plus de leviers, comme un étau qui se resserre pendant les discussions. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir de vraies négociations avec un pays sérieux. Si on s'y prend comme ça, c'est juste impossible. Les Iraniens l'ont compris maintenant, et la Russie aussi. Du coup, la Russie joue le jeu diplomatique de façade avec les États-Unis, mais en parallèle, elle avance tranquillement, méthodiquement dans son propre programme, si on peut dire, pour atteindre ses objectifs à long terme dans la région de la mer Noire. Et de la même manière, l'Iran adopte peu à peu la même attitude que la Russie. Ils n'attendent plus rien de concret des États-Unis, rien du tout. Tout ça, c'est de la mise en scène. Et je pense que c'est dangereux pour les États-Unis de se lancer là-dedans. Parce que est-ce qu'ils peuvent vraiment faire mieux que l'Iran sur la scène internationale en jouant à ce jeu, à cette performance? Je ne crois pas. Ce qu'on a vu, c'est qu'en matière de communication, l'Iran a gagné la guerre d'image entre l'Occident, les États-Unis et lui. L'Iran a remporté la guerre médiatique, et avec très peu de moyens. Ce qu'ils ont fait, c'est mobiliser la communauté internationale en quelque sorte en mode participatif. Ils ont mutualisé leur influence médiatique. Alors si les États-Unis veulent continuer à jouer à ce jeu diplomatique de façade avec l'Iran, ils vont perdre. Et ils vont perdre lourdement. Et le prix à payer pour Trump à l'intérieur du pays sera très élevé, vraiment très élevé. À mon avis, son héritage politique est terminé. Il ne s'en remettra jamais. Il n'atteindra jamais des chiffres dans les sondages qui s'approchent de ceux qu'il avait en arrivant au pouvoir il y a 1 an et demi. Ça n'arrivera tout simplement pas. L'économie continue de s'effondrer. Et ça, on ne peut pas le rattraper. On a vraiment affaire à une bande d'amateurs, complètement désorganisés, un peu grisés par leur propre notoriété et leur influence. On parle de Trump. Scott Bassett a en pratique détruit l'économie américaine avec les guerres tarifaires, qu'ils ont fini par devoir annuler. Il rembourse même les droits de douane, parce que tout s'est écroulé. C'est un échec total. Mais les médias hésitent à en parler trop franchement, parce que beaucoup d'entre eux ont peur de la Maison-Blanche et des conséquences. Donc les guerres tarifaires ont été un échec. Les sanctions aussi. Et tout ce qu'ils font vis-à-vis de l'Iran est un échec. Le département du Trésor, Scott Bassett, qui insiste pour maintenir ces sanctions contre l'Iran, ça ne va pas pousser l'Iran à chercher un accord politique. Pas du tout.
C'est une menace. C'est encore une fois comme serrer la gorge pendant les négociations. C'est contre-productif. Et ça veut dire que ce sera aussi contre-productif pour l'économie mondiale, pour les chaînes d'approvisionnement en énergie et pour l'économie américaine. En fait, les États-Unis sapent leur propre économie en pleine année d'élection de mi-mandat. C'est complètement insensé ce qui se passe. Alors, franchement, qui tire les ficelles ici? Ce n'est pas l'Amérique d'abord. Là, c'est forcément Israël d'abord. C'est la seule explication logique. Pourquoi le gouvernement américain détruirait-il sa propre économie, son propre armée, prendrait-il un tel risque, jouerait-il tout ça? Pourquoi ferait-il ça? Franchement, comment pourrait-il faire ça? Il faut être très incompétent, stupide et un peu fou, ou alors on agit pour le compte d'un intérêt étranger totalement distinct. C'est la seule explication logique à ce stade, parce que ça n'a aucun sens. Rien de tout ça n'a le moindre sens, même sur le papier, logiquement parlant. On paper, logically speaking, anyway. Patrick, je me souviens quand Donald Trump était candidat. On pensait vraiment, moi je pensais vraiment, qu'il allait, parce qu'il nous accordait plusieurs interviews, qu'il n'allait pas lancer une nouvelle guerre, qu'il allait mettre fin à la guerre en Ukraine. Il parlait plutôt bien de la Russie et de l'Iran. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient nos ennemis? Et imagine ce qu'il disait. Il parlait de faire des accords sans déclencher de nouvelles guerres, mais sans ces guerres insensées, et qu'il allait ramener les emplois. Tout semblait aller dans le bon sens. Et imagine un peu. Et là, tout récemment, hier encore, regarde ce qu'il a publié dans ses photos générées par IA. Il montrait la marine iranienne détruite, leurs drones comme de petits papillons, et eux aussi détruits. Vous pouvez vous demander, pourquoi le président des États-Unis a-t-il besoin de faire ça? C'est incroyable de voir qu'il en est réduit à créer ces photos avec l'intelligence artificielle, juste pour essayer de convaincre les gens qu'il fait de son mieux, vu la guerre contre l'Iran. Et ce type n'a pas 5 ans quand même. Beaucoup de gens essayent de dire, je ne sais pas si vous voyez cette femme qui soutient Donald Trump, Susan, quelque chose comme ça, la façon dont elle parle de Trump, comme s'il était un grand maître d'échecs, en train de jouer à une sorte de partie en 5 dimensions. Mais en réalité, il est tellement simple. Je crois que ce qu'on a compris jusqu'ici, c'est justement ça. Il est très simple, et il peut être facilement manipulé par les Israéliens. Parce que cette guerre, à mon avis, c'est le résultat de la manipulation de Donald Trump, pas de quelqu'un d'autre. C'est lui le commandant en chef des États-Unis. La décision, c'est la sienne. Elle ne vient pas de Marco Rubio, ni de Pete Hegseth, ni de ces gens-là, ni de Tulsi Gabbard. C'est le président des États-Unis qui a été trompé par certains en lui faisant croire qu'il allait mettre fin au soi-disant régime iranien en 4 jours. C'est pour ça qu'ils n'avaient aucun plan de secours. On voit bien le désordre que ça a provoqué, comme vous venez de le dire. Et cet homme est totalement incompétent, à mon avis. Je ne sais pas si certains croient encore qu'il joue à une sorte d'échiquier en 5 dimensions. On ne voit aucun signe montrant qu'il sait ce qu'il fait. Non, je veux dire, il suffit de regarder. Je sais que ça peut paraître un peu simpliste, mais si on regarde ces entreprises, en fait, cette semaine, Trump Media Group, on vient d'apprendre qu'ils sont endettés. Ils ont dépensé plus d'1 demi-milliard de dollars. Et côté vente, 870 000 dollars. Même pas 1 million. Et ils sont entrés en bourse. Le cours de l'action est monté jusqu'à 100 dollars. Et maintenant, ça se négocie à 9 dollars. D'ici la fin de l'émission, ce sera sans doute 8 et quelques, parce que ça s'effondre en ce moment. Donc ce n'était pas une vraie entreprise. Et c'est ça, Truth Social. C'était l'un de leurs principaux produits et il n'y a aucun revenu. Ce n'est pas une vraie entreprise.
Ils n'ont aucune vente. Ça ne fonctionne pas comme une entreprise normale. C'est uniquement une machine à attirer des capitaux de BlackRock, de Vanguard et de State Street. Ils y mettent de l'argent, mais en échange de quoi? Des conditions réglementaires avantageuses? Allez savoir, probablement. Mais ce n'est pas une vraie entreprise. Elle ne vend rien. Et lui-même. Et c'est en gros toute l'histoire de sa carrière dans les affaires. Il vend surtout son image. Chaque fois qu'il obtient des capitaux, c'est grâce à son influence, à sa notoriété, à la valeur de sa célébrité. Et être président, évidemment, c'est le plus haut niveau d'influence qu'on puisse avoir. Mais ça veut dire qu'il n'a pas besoin de diriger de vraies entreprises. Donc, c'est pas un très bon homme d'affaires. Ce n'est pas quelqu'un de compétent ou d'accompli dans ce domaine. Ce qu'il sait faire, c'est vendre son image. C'est ça qu'il a prouvé savoir faire. Le problème, c'est que ça va pas très bien fonctionner pour les États-Unis. Il peut devenir très riche, ce qu'il a d'ailleurs fait, lui et sa famille. Ils sont devenus très riches. Donc, il y a un certain niveau d'incompétence là-dedans. Le fait de ne pas avoir à produire de vrais résultats, mais simplement de les attendre. Par exemple, ces images générées par l'intelligence artificielle que vous venez de montrer, qu'il publie sur sa plateforme Truth Social, un nom pour le moins ironique. Remember, il n'y a pas une once de vérité qui ait jamais été publiée là-dessus. Mais qui gère vraiment son compte? C'est son fils, Barron Trump, ou bien un ami de son fils, Barron Trump? Est-ce Laura Loomer, cette sorte de supportrice MAGA hystérique et mentalement dérangée qui agit comme sa porte-parole? Ou encore le responsable de sa boutique de golf, Dan Scavino, qui paraît-il gérait son compte Twitter pendant le premier mandat, l'un de ceux qui s'en occupait? Et si, en plus, ils utilisent une appli d'intelligence artificielle comme Grok pour générer une image avec des destroyers ou des drones iraniens en train d'exploser, ou peu importe, il doit sans doute trouver ça très impressionnant. Il se dit sans doute « pas mal du tout ». Oui, on va partir là-dessus. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci pour votre attention à ce sujet. Et il a probablement l'impression de regarder une sorte de contre-propagande iranienne, si on peut dire, les vidéos d'animation en Lego, parce que ces vidéos deviennent virales. Tout le monde en parle dans les médias américains. Les Iraniens ont conquis le cœur et l'esprit de nombreux Américains grâce à ces vidéos en Lego, sans parler du public international. Alors, en termes de concurrence, il se dit sûrement « Bon, il faut qu'on réplique avec notre propre intelligence artificielle et on va leur montrer qui commande. » On va leur montrer à quel point on est dominant et on va le faire avec des images générées par l'intelligence artificielle. Mais tout ça se passe dans le monde virtuel. Ce n'est pas réel. Et le simple fait qu'il publie ce genre de choses, des photos de lui avec des lunettes de soleil et une mitrailleuse en disant « Vous savez, fini le gentil garçon », le fait qu'il fasse ça en tant que président des États-Unis, c'est la preuve qu'il est profondément mal à l'aise avec cette situation dans le Golfe Persique, avec lui-même, avec sa présidence. Et les gens autour de lui sont d'une incompétence totale. Donc je pense que les États-Unis sont aujourd'hui dans la pire position de toute leur histoire. Je pense que c'est le point le plus bas de l'histoire des États-Unis. Et Donald Trump, au début, je n'étais pas sûr, mais maintenant, j'en suis convaincu. Je parierais à 100% qu'il restera dans l'histoire, comme de très loin, le pire président des États-Unis. Ils vont devoir engager une sécurité 24 heures sur 24 pour protéger toutes les statues qu'il va s'empresser de faire ériger dans les 2 prochaines années. Il sera désespéré de faire construire des statues, de donner son nom à des rues, à des aéroports. Peu importe. Il faudra surveiller tout ça jour et nuit après son départ, parce que ces monuments risquent fort d'être vandalisés par des gens qui le détestent.
Et ces gens-là, ce sont des Américains qui ne le supportent pas, qui le haïssent, qui pensent qu'il a couvert le pays de honte, qu'il a détruit l'économie et qu'il a méprisé le public, y compris sa propre base MAGA. Il les a insultés, menacés, humiliés. Tous ces gens qui l'ont soutenu, qui l'ont porté pendant ses 2 mandats, qui ont fait campagne pour lui, parfois jusqu'à risquer la prison en 2020 pendant sa course contre Joe Biden. Ils ont défendu les accusations de fraude électorale, le mouvement du 6 janvier, tout ça. Et aujourd'hui, il les a pratiquement tous abandonnés. Il s'en fiche complètement. Son héritage est gravé dans la pierre. Cet homme, c'est fini pour lui. Il restera une blague dans l'histoire américaine. He'll be a running joke in American history. And his sons are going to inherit that. Et ses fils vont hériter de tout ça. Ses enfants vont en hériter. Ils devront soit prendre leur distance avec leur père, soit au moins avec ses politiques, sinon ils vont s'enfoncer dans le même bourbier. Historiquement, c'est Donald Trump. À ce stade, c'est inévitable. Personne n'a jamais été aussi tonitruant, absurde, puéril et franchement une telle source d'embarras pour les États-Unis, pour ses propres citoyens et pour le reste du monde. Ça, on ne l'a jamais vu dans notre histoire. C'est un moment unique. Alors l'Iran observe, la Chine observe, la Russie observe et tous regardent ce déraillement en silence, avec beaucoup de patience. And they're being very quiet and very patient. And they're not going to get in the way of this train wreck. Et ils ne vont pas essayer d'arrêter cette catastrophe annoncée. Ils ne vont pas sauver Trump. Il n'est pas sauvable. C'est une course kamikaze droit dans le mur de l'histoire pour Trump en Amérique. Et il n'y a tout simplement aucun moyen d'y échapper. La seule chose, à mon avis, qui pourrait sauver les États-Unis de cette trajectoire catastrophique, ce serait que Trump démissionne pour des raisons médicales ou qu'il quitte ses fonctions pour d'autres raisons. On ne sait jamais, un problème de santé ou autre, ou bien qu'il soit forcé de quitter le pouvoir. Je ne pense pas qu'il puisse obtenir un vote de destitution l'année prochaine au Sénat. Ils n'auront pas la majorité pour ça. Ils pourront le destituer à la Chambre, mais ils ne pourront pas le condamner au Sénat. Mais cela n'exclut pas la possibilité d'un coup d'État militaire. That doesn't rule out the possibility of a military coup. I know that sounds insane. It sounds crazy. Je sais, ça paraît fou, complètement dingue. Mais on fait face à une situation folle avec ce président qui gère son propre pays, son économie, sa réputation et probablement, à la fin, son armée en la menant droit dans le mur. Exactement comme il l'a fait avec toutes ses entreprises, y compris Trump Media Group, comme on le sait maintenant. Et puis, il y a eu le téléphone Trump. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Nima. Il a lancé un iPhone Trump pour concurrencer l'iPhone et il a pris des acomptes de la part de dizaines de milliers de personnes. Je crois qu'il a récolté environ 60 millions de dollars d'acomptes, de gens qui avaient réservé ce téléphone à 500 dollars. Chacun a mis, je ne sais pas, une centaine de dollars, quelque chose comme ça. Ils ont versé un acompte. Et puis, la société Trump Phone Incorporated, ou peu importe comment il s'appelle, vient d'annoncer qu'ils avaient changé leurs conditions d'utilisation en disant qu'ils ne promettaient plus de livrer aucun produit et qu'ils en étaient désolés. Voilà, c'est le président des États-Unis. Il utilise son nom pour monter des arnaques pendant qu'il est en fonction, des sortes de systèmes de Ponzi. C'est juste incompréhensible. Même dans la plus corrompue des républiques bananières, on ne laisserait pas passer des choses pareilles. Mais les Américains, je crois, sont devenus tellement désensibilisés qu'ils ne réagissent plus vraiment. Ils ne le poursuivent plus. Peut-être que les démocrates feront quelque chose après les élections de mi-mandat, depuis la Chambre. Mais moi, je n'y crois pas. À ce stade, c'est comme une mauvaise blague. Franchement, je ne sais pas. C'est un terrain complètement nouveau, vraiment, pour beaucoup d'Américains. Ce type, vous voyez, regardez simplement la statue, sa statue dorée. Je peux imaginer la tête de Moïse en descendant l'escalator, genre « Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Franchement, pour les chrétiens, ils ne lisent pas la Bible.
Daniel, chapitre 8, verset 13, ou Moïse, ou peu importe. C'est juste absurde. L'ironie est tellement énorme que c'en est presque incroyable. Comment ça peut même... Non, ça va pas. Cette statue, à mon avis, elle ne fera pas long feu non plus. Mais bon, c'est un autre sujet. Il a mis son nom sur le mémorial Kennedy. Il est vivant. Il fait partie de... Oui, et ils veulent renommer le Kennedy Center à New York. Personne ne veut s'y produire. Franchement, on ne fait pas ce genre de choses. D'habitude, quand on n'est plus en fonction, on disparaît. Oui, tu fais ça après. Il est désespéré, parce qu'il sait, je crois qu'au fond de lui, il sait ce qui arrive. Mais dès qu'il quittera ses fonctions, tout sera fini. Ils ont tellement mal joué leur coup, la famille Trump. Trump et sa famille aussi. Tu sais, ils pensent qu'on leur doit ces milliards de dollars parce qu'ils estiment avoir été ruinés injustement à cause de toutes ces poursuites politiques et tout le reste. Et tu sais quoi? Je pense qu'ils ont été victimes de cette guerre judiciaire, Donald Trump et sa famille. Les démocrates, l'État profond, le FBI et tout ça, les ont vraiment maltraités. C'est vrai. Mais votre réaction à ça, si vous revenez au pouvoir, une réaction intelligente serait d'être magnanime, d'aller de l'avant pour montrer que non seulement vous n'êtes pas corrompu, mais qu'en réalité, vous êtes tout le contraire. Que vous êtes généreux, humble, et que vous n'allez pas utiliser une fonction publique pour vous enrichir ou pour faire fructifier votre image. Et eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait exactement l'inverse. Ils montent des systèmes de Ponzi, des meme coins, toutes sortes d'arnaques imaginables, en essayant de soutirer de l'argent aux pays arabes pour le placer dans leurs fonds de capital investissement, pour que ces mêmes pays soutiennent leurs faux meme coins. Et ils ont tout fait comme ça. C'était du donnant-donnant. Exactement comme la fondation Clinton. La fondation Clinton, c'était une caisse noire du type pay-to-play qui profitait du fait qu'Hillary Clinton était pressentie pour devenir présidente. Là, c'est juste Trump qui fait du Clinton pay-to-play, mais en étant président. Ce n'est pas comme avant son élection, même si Kushner, lui, l'a fait avec le fonds souverain saoudien. Ça, c'était clairement du pay-to-play, les Saoudiens pariant sur un Trump version 2.0. Mais c'est exactement ce qu'ils font. C'est assez incroyable. Et le prix qu'ils vont payer pour ça va être tragique, malheureusement. Ils ne pourront pas échapper à la force gravitationnelle de tout ça. Ça va être énorme. Pour reprendre un mot de Trump, énorme. Oui, ça va être énorme. Tu sais, Patrick, si on veut être, enfin disons, totalement positif, à 100%, et imaginons qu'ils arrivent à conclure un accord avec la Russie et avec l'Iran, ce serait quoi concrètement? J'imagine que pour la Russie, dans le cas de l'Ukraine, ils n'obtiendront rien de comparable à ce qu'il y avait en décembre 2021. Et l'Ukraine, elle a tout perdu. Il suffit d'imaginer l'importance de la partie est du pays. C'est quoi? 75-80% de leur PIB. Je pense qu'Odessa est en train d'être perdu, pas militairement, mais politiquement. Ils vont faire quelque chose avec Odessa. Ils ne vont pas laisser la ville aux mains des Ukrainiens. Non, ça va s'effondrer de l'intérieur. Oui, ça a toujours été le plan russe à long terme, comme ils le savaient, parce qu'Odessa est nominalement russe. C'est une ville russe, historiquement russe. C'est la nouvelle Russie. Elle a une longue histoire, très liée à la Russie. Mais tenter de la prendre militairement serait une catastrophe. Et c'est pour ça que les Ukrainiens ont fortifié cette ville en premier. C'était la ville la plus fortifiée dès le début du conflit. Et la Russie savait qu'il y aurait un bain de sang si elle essayait de prendre Odessa par la force. Mais je pense que la Russie est très intelligente. Elle peut jouer sur le long terme avec Odessa, parce qu'il y a une minorité de nazis, et que les plus radicaux, les plus racistes,
les types des bataillons Azov et Haïdar, ont été envoyés immédiatement à Odessa. Alors, quand ils attrapent des gens dans la rue pour les forcer à faire leur service militaire et tout ça, on a une minorité extrême qui gouverne une population majoritairement russe à Odessa. C'est ça la réalité. Mais la Russie n'est pas stupide. Ils savent qu'il est impossible de prendre le centre de cette ville par la force, vu à quel point elle a été fortifiée depuis le début du conflit. Mais elle finira par s'effondrer de l'intérieur. Mais le danger, Nima, pour revenir au début de ta question, et c'est la partie la plus importante, imaginons qu'il y ait une sorte de résolution. Je ne pense pas qu'avec l'administration Trump, une résolution formelle soit possible. Il ne peut pas y avoir de véritable accord politique. Ce n'est pas possible. La seule issue, ce serait un retrait discret des États-Unis, que ce soit sur le plan matériel ou militaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, la Russie pourrait très bien miser sur l'usure politique à Odessa ou sur un effondrement interne. Tout ça, c'est tout à fait envisageable. Mais quel est le danger dans tout ça? Le danger, c'est justement la rhétorique américaine, cette rhétorique à la mode. Quand on entend J.D. Vance ou les proches de Trump dire « On en a assez des Européens, ils profitent de nous, ils ne paient pas leur part, l'OTAN ne paie pas sa part », eh bien en réalité, rien de tout cela n'est vrai. Rien de tout ça n'est vrai. Les Européens paient plus que leur juste part. Ils achètent des armes américaines. Ils détiennent des dollars américains comme réserve, les fameux eurodollars. Ils offrent aux États-Unis une présence militaire sur le sol européen, ce qui leur permet de lancer des attaques contre l'Iran. Cette guerre n'aurait pas lieu sans l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Grèce et les bases américaines en Italie. L'OTAN, c'est juste un tremplin pour la domination américaine. La Libye en est un exemple parfait. Même si les États-Unis n'ont pas mené la majorité des missions aériennes contre la Libye, les bombardements, je crois que la Norvège, le Royaume-Uni et plusieurs autres pays européens ont effectué la grande majorité des vols de bombardement en Libye. Les États-Unis l'ont fait aussi. Mais le point essentiel, c'est celui-ci. Si les États-Unis ne sont pas en train de négocier cet accord ou ce traité pour mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie ou entre l'Europe et la Russie, on peut dire que c'est dangereux parce que ça laisse la porte ouverte à d'autres forces qui peuvent agir en coulisses pour accélérer un affrontement entre l'Europe et la Russie. Les États-Unis doivent être présents en tant que puissance mondiale. S'ils étaient un médiateur honnête et s'ils avaient, je pense, le bien des Européens, des Russes et des peuples du monde à l'esprit, ils le feraient. Mais ce n'est pas le cas, et c'est bien là le problème. Parce que les profiteurs cyniques de Washington savent que s'ils se retirent de la situation en Ukraine, tout en poussant les Européens à se réarmer, au final, ce sera eux qui fourniront le financement ou le prêt-bail ou la ligne de crédit pour le faire. Et ça, d'une manière ou d'une autre, ça viendra en partie des États-Unis. Ensuite, ils pourront laisser les Européens déclencher la guerre avec la Russie et les États-Unis reviendront ensuite pour ramasser les morceaux, les cendres et aider à la reconstruction de la Russie. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait 2 fois. Ils l'ont fait pendant les 2 guerres mondiales. Le plan Marshall, c'était énorme pour l'Amérique. C'était une véritable remise à zéro économique pour les États-Unis et à leur propre avantage. Et oui, ça a profité à quelques États d'Europe de l'Ouest, surtout à l'Allemagne, sur le plan économique. Mais il n'y avait aucune souveraineté pour l'Allemagne là-dedans, vous voyez. Et maintenant, on en voit le résultat. On a un pays, l'Allemagne, dirigé par un chef qui est en gros un gestionnaire de chez BlackRock, et tout ce qui l'intéresse, c'est de renforcer le complexe militaro-industriel. C'est pareil en Finlande, pareil un peu partout.
dans tous ces nouveaux États membres de l'OTAN. Alors oui, c'est risqué pour les États-Unis de se retirer. Mais ce n'est pas pour autant que l'administration Trump serait capable de trouver une solution. Ils n'ont ni les compétences, ni les équipes, ni la volonté, ni le courage de reconnaître qu'ils ont été à l'origine de la guerre en Ukraine. Je veux dire, ça aussi, ça doit faire partie d'un traité. Il faut une reconnaissance mutuelle des causes profondes du conflit. Sinon, on ne peut pas avoir d'accord. C'est d'ailleurs l'un des problèmes fondamentaux des États-Unis. Ils sont tellement attachés à leur propre propagande, à leurs mensonges, et c'est tellement ancré dans leur culture politique. Leurs récits, qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité, que ce soit sur l'Ukraine, sur l'Iran, et ainsi de suite, les empêchent de reconnaître les causes réelles. Ils ne pourront jamais participer à un règlement ou à une négociation véritablement significative qui soit acceptée par toutes les parties. C'est pour ça que la Russie insiste sur le fait qu'il faut s'attaquer aux causes profondes, parce que sans ça, il ne peut pas y avoir de traité. On peut ne pas aimer cette idée, mais elle reste dans le cadre du droit international. La Première Guerre mondiale est d'ailleurs un bon exemple d'un mauvais accord d'après-guerre qui a fini par mener à la suivante. Donc, le mieux qu'on puisse espérer ici, en l'absence d'un cadre international solide, c'est de voir se répéter le traité de Versailles ou un autre accord maladroit, mal ficelé, pour mettre fin au conflit en Ukraine. Et ça ne fera qu'alimenter l'inévitable retour d'une nouvelle guerre dans quelques années. Ça pourrait être dans 10 ans ou dans 20 ans, mais ça ne disparaîtra pas. C'est pareil avec l'Iran. Exactement le même problème. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais leur faute, parce que s'ils le faisaient, ils devraient payer des réparations. C'est inévitable. Sanctions, lever des sanctions et réparations, c'est politiquement impossible dans l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, il n'y aura pas de traité, pas de véritable règlement politique. Voilà le problème. Les États-Unis ne peuvent pas affronter la vérité sur ce qu'ils ont fait, ni sur ce qu'Israël a fait, leur proxy, leurs partenaires, leur enfant terrible. Ils ne l'accepteront jamais. Et donc, il ne peut pas y avoir de règlement politique. C'est ça l'obstacle. Et il faudrait un changement de régime aux États-Unis. C'est la seule chose. Il faudrait un changement de régime en Amérique. Une vraie révolution, en fait, sur la question de qui dirige. Il faut quelqu'un d'intelligent, de responsable, d'honnête, capable d'aller jusqu'au bout et qui ne soit pas un serviteur de Tel Aviv. Si ces critères ne sont pas remplis, alors il n'y a aucun espoir. Donc ce qui se passerait, c'est que les États-Unis se retireraient d'Iran, ils se retireraient d'Ukraine. Mais ça ne mettrait pas fin à la situation, ça continuerait à pourrir. Et ensuite, ils continueraient tranquillement à armer, tu vois, les Émirats arabes unis, à armer les Saoudiens, à armer les Israéliens, et à traîner dans le coin, à titiller un peu ici et là, à provoquer, par moments, tout en disant « Mais non, on ne provoque pas, on fait juste ça, c'est tout, non ?» Armer le gouvernement régional du Kurdistan, les Kurdes du nord de l'Irak et l'Azerbaïdjan, jouer sur toutes ces différentes factions baloutches. Tout ça, ça veut simplement dire qu'on se dirige vers une guerre tôt ou tard. Donc, tout ce que je viens de dire, je suis sûr qu'à Téhéran, ils l'ont déjà anticipé. J'en suis convaincu parce que c'est dans leur nature. Mais les États-Unis, eux, ne sont pas dans leur environnement naturel. Je pense qu'ils sont vraiment en position de faiblesse sur le plan militaire, politique et même économique. Et la pression économique qui découle de leurs propres actions va rendre la vie extrêmement difficile à ce président dans les 6 prochains mois. Et il ne pourra pas faire ce qu'il faudrait pour s'en sortir sans dégâts. Et vous savez quoi? Tant qu'ils n'auront pas trouvé de solution sur la façon de gérer la question d'Israël, peu importe à quel point
cela peut nuire aux États-Unis ou à l'économie mondiale. Israël s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas et il entraînera les États-Unis ainsi que toute la région dans une nouvelle guerre quand il le voudra, quand ce sera commode pour lui. Mais je pense que la dernière chose que je dirais, Nima, c'est qu'un des rares aspects positifs qui ressortent de tout ça, c'est qu'il y a maintenant une reconnaissance plus large, en dehors de la région, que les questions du Liban et de la Palestine sont étroitement liées à celles de l'Iran et du Golfe Persique. Et le facteur commun, c'est Israël. Il y a une reconnaissance plus large de ce lien aujourd'hui. C'est donc une avancée très positive. Et si cette prise de conscience se confirme, on pourrait commencer à voir des changements de politique capables de mettre certaines limites à Israël. Parce que les États-Unis, eux, ne peuvent pas le faire. Il faut que ça vienne d'autres pays, d'autres pressions internationales. Je ne crois pas que les États-Unis puissent y parvenir. Peut-être que la prochaine présidence, si c'est la bonne personne, pourrait aller dans cette direction. Mais je pense que le lobby israélien restera dominant aux États-Unis, même après la prochaine administration. Il faudra peut-être, disons, une douzaine d'années ou plus pour voir de vrais progrès. On verra déjà quelques changements aux élections de mi-mandat à cause de la question de l'AIPAC. Mais ils gardent encore une emprise très forte sur une grande partie des médias et des politiciens américains. Donc, ils vont continuer à se battre pendant la prochaine présidence, en 2028. Si c'est un républicain, ce sera déjà difficile pour le lobby israélien. Si c'est un démocrate, ce sera encore plus compliqué. On parle donc de 10 à 12 ans avant de voir de vrais changements durables dans la politique américaine sur cette question israélienne. À moins qu'Israël ne s'effondre de l'intérieur d'ici là, ce qui reste possible. Ça pourrait arriver, ou bien Israël pourrait être militairement vaincu par le Hezbollah, par les Iraniens ou par d'autres acteurs qui viendraient se joindre à cet effort. Mais oublions les États-Unis pour l'instant. C'est une cause perdue. Rien ne changera, en tout cas pas à court terme. Vous savez, ils pensaient que plus ils frappaient fort les actes de résistance, plus ceux-ci allaient s'affaiblir. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je pense même que ça a rendu la résistance plus unie, plus puissante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Iran dit clairement, sans le Liban et sans Gaza, il n'y aura aucun accord, aucun compromis. Et l'Iran ne parle pas sous l'effet d'un délire. Ils savent très bien le levier qu'ils ont en ce moment sur les États-Unis, sur l'économie mondiale. C'est pour ça qu'ils en demandent davantage. Et ce n'est pas seulement l'Iran. Le Liban et Gaza comptent énormément pour les Iraniens. Le deuxième point, Patrick, c'est le programme nucléaire iranien. On sait ce qui s'est passé pendant le JCPOA. Et quand on regarde l'administration Biden, les gens qui en font partie, comme Jake Sullivan ou Anthony Blinken, on les entend surtout critiquer l'administration Trump, comme s'ils avaient fait de leur mieux. Pourtant, on sait très bien ce qu'ils ont fait pendant ces 4 années. Ils n'ont rien fait pour revenir à l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Au contraire, ils ont essayé de faire pression sur l'Iran pour, vous savez, les forcer à adopter une nouvelle position pour obtenir plus de concessions de leur part. Et c'est bien là le problème. L'Iran a parfaitement compris que ce n'est pas une question de républicains ou de démocrates. C'est une question qui concerne les États-Unis eux-mêmes et l'establishment américain. C'est pour ça que, selon moi, personne aux États-Unis, même la personne la plus optimiste, ne peut croire qu'ils vont obtenir quelque chose d'aussi favorable que le JCPOA. Ce qu'ils auront sera bien pire que ce qu'ils avaient avec cet accord. Ils n'auront rien de mieux. Et le cœur de tout cela, lui, a disparu. Oui, je veux dire, le JCPOA pourrait bien être le dernier accord de ce type jamais négocié avec les États-Unis d'Amérique. Je peux imaginer que d'autres pays pourraient conclure un tel accord.
La Chine, la Russie, voire les pays européens pourraient peut-être s'y associer d'une manière ou d'une autre. Cela dit, il y a peut-être un autre changement de tendance géopolitique dont on n'a pas parlé, mais qui est possible et qui pourrait d'ailleurs commencer avec cette rencontre en Chine. C'est que l'on voit apparaître, et je pense qu'on a déjà commencé à le voir un peu avec la Russie, des réunions régionales qui se tiennent sans les États-Unis. En fait, c'est exactement ce qu'était le processus de paix de Minsk. La Russie contournait l'Amérique. Et nous, en fait, si on veut revenir en arrière, le premier bon exemple de ça, c'était la Syrie. Quand la guerre en Syrie, cette sale guerre battait son plein, la Syrie et d'autres pays, la Turquie, l'Iran, la Russie, ont organisé les pourparlers d'Astana. Alors beaucoup de gens ont critiqué le fait qu'Astana n'ait pas été assez loin, qu'on ait laissé les factions d'Al-Qaïda garder leurs armes en les déplaçant simplement à travers des échanges de prisonniers ou de populations, et ainsi de suite. Mais bon, passons. Ce qui comptait vraiment avec Astana, c'est que cette réunion devait à l'origine se tenir à Genève, sous la direction de John Kerry et de la délégation américaine. Et finalement, elle n'a pas eu lieu à Genève. Tous les autres acteurs sont allés à Astana, au Kazakhstan. Et ça, c'était souvent symbolique, parce que ça voulait dire que le centre de gravité géopolitique s'était déplacé vers l'Est, et que les États-Unis n'étaient plus obligés de négocier un grand accord pour mettre fin à une guerre ou à une crise majeure. Donc ça pourrait très bien se produire avec le Golfe Persique. On pourrait en arriver à un point où discuter avec les États-Unis ne sert plus à rien, et où il vaut mieux avancer et construire une architecture de sécurité régionale. C'est d'ailleurs ce que l'Iran réclame depuis une quinzaine d'années. Même Zarif le disait déjà à l'époque, il faut une architecture de sécurité faite par la région et pour la région. Et vous savez, je crois que j'avais fait une intervention sur Press TV quand j'étais à Téhéran, et c'est exactement ce que j'ai dit une semaine avant que les bombes ne tombent, en février. Mais vous savez, ce sera la Chine, ce sera la Russie, ce seront d'autres pays, des acteurs qui viendront peut-être dans le Golfe ou qui y seront invités, et ils prendront cette décision sans les États-Unis. Ce sera peut-être la voie la plus économique, la plus rapide et la plus pratique à suivre. Parce que passer par Washington, en espérant qu'Israël ne va pas tout saboter, c'est juste impossible. C'est impossible. On ne peut rien prévoir, on ne peut rien miser. On ne peut pas. Il n'y a aucun potentiel pour un résultat stable. Tout est toujours menacé d'être renversé à tout moment par la versatilité de Washington ou la psychopathie de Netanyahou. Donc à ce stade, il faut simplement faire avec. Et je pense que vous voyez, la Turquie, j'inviterais bien le Pakistan à jouer un rôle majeur là-dedans, bien sûr. L'Inde peut participer. Le Qatar devrait être là, en tête du Golfe. L'Arabie saoudite aussi. Qu'ils y soient ou non, c'est une autre question. Les Émirats arabes unis, eux, ne le seraient probablement pas. Bahreïn est simplement têtu, mais de toute façon, ils deviennent de plus en plus insignifiants, puisque les États-Unis ne pourront plus vraiment s'en servir comme base de repli. Le Koweït, à ce rythme, pourrait même ne plus exister comme émirat d'ici un an. Mais il faut inclure ceux d'Oman, de Russie et de Chine, et inviter aussi l'Azerbaïdjan à cette discussion. Ils doivent en faire partie, et l'Arménie aussi doit être impliquée. Tous ces pays doivent participer. C'est ça la voie à suivre. Et Israël ne peut pas, ils ne voudront pas s'impliquer. Israël ne voudra pas, non, ils ne le feront pas. Donc il faut simplement avancer sans eux. Et vous savez, Israël va sans doute râler, crier, se plaindre que les Iraniens continuent de soutenir le Hezbollah. Mais je pense que l'opinion publique mondiale est en train de basculer en faveur du Hezbollah. Je le vois très clairement. Ça fait des années que je le répète. Qualifier le Hezbollah d'organisation terroriste, c'est totalement frauduleux.
une manœuvre du lobby israélien. Ce lobby a fait pression sur les États-Unis pour qu'ils le fassent, sur le gouvernement britannique, sur Bruxelles, ainsi que sur les Français et les Allemands. Et c'est à cause de leur lobbying et de leur pression qu'ils ont classé le Hezbollah comme organisation terroriste internationale, alors qu'il n'y a aucune preuve que ce soit une organisation terroriste d'expédition, ni que ce soit autre chose qu'un mouvement armé de libération visant à mettre fin à l'occupation illégale du Sud-Liban et à défendre ses frontières. Parce que les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement libanais pour que le Liban n'ait pas le droit d'avoir une force aérienne ni de défense antiaérienne. Et ça, c'est à cause de l'insistance américaine, posée comme condition préalable. C'est cette pression que les États-Unis ont exercée sur leur gouvernement fantoche à Beyrouth. Et ça, c'est parce que le lobby israélien a donné ses instructions aux États-Unis. Donc, Israël gère dans le détail la politique militaire du Liban. Vous voyez comment ça fonctionne. Pour un Américain, c'est évident que ça marche comme ça. Mais malgré tout, même au Liban, beaucoup pensent encore que leur gouvernement a une ligne directe avec Washington et que d'une certaine façon, les États-Unis leur offrent de l'argent, des garanties de prêt, des subventions de l'USAID, en échange de certaines restrictions. En gros, vous n'avez pas le droit d'avoir une force aérienne ni de défense anti-aérienne. Autrement dit, vous ne pouvez pas vraiment défendre votre pays. Vous n'avez pas le droit d'avoir une armée complète. Vous avez juste ce qu'on appelle l'armée libanaise. Ils sont dévoués, ils sont courageux, ils travaillent dur, ils ne gagnent pratiquement rien. Les salaires sont ridiculement bas. Mais ce n'est pas une véritable armée. C'est une police suréquipée, une gendarmerie. Au mieux, le Hezbollah est une force de défense légitime qui fonctionne avec un budget et des moyens probablement très limités. Pourtant, ils sont très efficaces, comme on peut le voir, face à l'une des armées conventionnelles les plus puissantes du monde, Israël, rapportée à la population. Donc voilà, c'est la réalité de la situation là-bas. Alors, le Hezbollah, en quelque sorte, a gagné en soutien simplement en encaissant les coups. Et puis, les gens voient ce que les Israéliens ont fait aux Libanais, en massacrant des civils depuis octobre 2023. On a tous été témoins de ça. Et je pense que l'opinion publique a basculé en faveur du Hezbollah à l'échelle mondiale, y compris en Europe. Je vois des journalistes de grands médias qui ont changé leur manière de traiter le sujet. Ce n'est plus Israël la victime. Franchement, c'est presque absurde qu'ils aient réussi à maintenir cette idée aussi longtemps, qu'Israël serait la victime et que tous ceux qu'ils bombardent et qu'ils massacrent seraient les méchants. C'est un exploit de propagande incroyable. Et pourtant, ils ont réussi à le faire à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et même avec l'Iran. Comme si, à chaque fois, ceux qui sont attaqués, bombardés, tués, étaient les coupables. Et Israël, la victime. Ils accumulent des chiffres records de morts, des gens qu'ils ont massacrés. Mais, d'une manière ou d'une autre, on n'a pas le droit de critiquer ça. On n'a pas le droit de critiquer un génocide en Occident. Sinon, on sera accusé d'antisémitisme ou d'un manque de sensibilité envers l'angoisse d'Israël en tant qu'État victime. On ne peut même pas dire qu'il mène des pogroms et un génocide sur 3 fronts. C'est tout simplement absurde qu'on ait laissé la situation en arriver là, en termes de contrôle du récit. Mais ce récit est en train de s'effondrer maintenant. Tout s'effondre, sur tous les fronts. Ça s'effondre en Cisjordanie. À Gaza, Israël a été vaincu, catégoriquement vaincu, sur le plan du récit, sur la manière dont ils ont géré la situation là-bas. Et maintenant, au Liban, avec le Hezbollah, ils sont en train de perdre aussi. Et bientôt, les gens vont commencer, et ça arrivera très vite, c'est encourageant,
à ne plus considérer le Hamas et le Hezbollah comme, je cite, des terroristes, ni à voir le corps des gardiens de la révolution iranienne, la force de défense d'un pays entier, comme une organisation terroriste, ce que l'Occident fait aujourd'hui, à la fois dans son discours et dans ses lois. Beaucoup de gens, beaucoup de journalistes en Occident, des universitaires, des personnes vraiment intelligentes, vont finir par arrêter de jouer à ce jeu de l'étiquette de terroriste. Parce que cette étiquette, c'est la source de la guerre, c'est la source de la violence. Quand on qualifie un opposant politique de terroriste, ça donne carte blanche pour tuer autant de gens qu'on veut, et ensuite justifier ça comme des dommages collatéraux. Dans la guerre contre le terrorisme, simplement parce qu'on s'est senti menacé. C'est ça, l'arnaque israélienne sur le plan géopolitique, depuis très longtemps. Et les États-Unis ont utilisé la même arnaque. Israël a réussi à embarquer les Britanniques, les Allemands, les Français et Bruxelles dans cette supercherie totale. Et les résultats, regardez les résultats, vraiment, regardez-les. C'est horrible. Je pense que c'est la cause principale. En fait, ça alimente encore plus la guerre, la mort et la destruction. Tout ça à cause de la mauvaise étiquette qu'on colle à des milices de défense reconnues par l'ONU, armées, issues de mouvements de libération, indigènes, populaires, locales, nées sur le terrain. Les qualifier de terroristes, c'est ce qui a provoqué une violence incalculable. Ça a donné à Israël le droit de tuer qui bon leur semble, de raser des villes entières, de les réduire en poussière. Dans leur esprit, c'est une guerre justifiée contre le terrorisme. C'est absurde. Et on commence à voir de plus en plus de gens le dire ouvertement, y compris des personnes très en vue. Et ça, c'est un vrai tournant. Rien que ça pourrait, à mon avis, transformer complètement la géopolitique de l'Asie de l'Ouest. Oui, oui. Merci beaucoup, Patrick. Allez sur 21st Century Wire et suivez Patrick sur patrickhenningsen.substack.com. Juste sous son nom, vous le verrez. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Allez voir sa chaîne YouTube. Je vais aussi la mettre dans la description. Abonnez-vous et mettez un j'aime pour l'aider, lui et sa chaîne, à se développer. Merci beaucoup, Nima. On a Sunday Wire en direct aujourd'hui. Je serai en direct à 17h, heure du Royaume-Uni, donc vous pourrez nous retrouver à ce moment-là. Ce sera comme chaque dimanche une émission divertissante. Super, super. Merci beaucoup, Patrick. Santé, Nima.